Dans un instant, nous recevrons l'excellent Monsieur Poulpe, mais on est toujours avec Denis Brognard, qui vient de terminer Koh-Lanta et qui, en attendant la prochaine saison, vous propose de remplir son cahier de vacances des Robinson. Et alors maintenant, Denis, vous allez répondre aux très nombreuses questions qu'on se pose sur Koh-Lanta. On va essayer de faire des réponses rapides pour en traiter le plus possible. Et alors, figurez-vous qu'on a des stagiaires en ce moment qui se baladent dans nos couloirs et certains sont venus dans ce studio. Salut les enfants! Bonjour. C'est la relève là. Alors là, c'est pas les stagiaires de seconde, ils sont un peu plus petits. Ils sont en primaire, c'est ça? Vous êtes en quoi? En CM2? Oui, CM2. CM2, ça veut dire 10 ans. C'est ça. Voilà. Moi, j'ai 11 ans. Ah d'accord. Tu t'appelles comment toi? Georgie. Georgie, ça vient d'où Georgie? Géorgie. C'est de Géorgie, très bien. Est-ce que tu as une question pour Denis Brognard sur Koh-Lanta? Alors vas-y. Qu'est-ce qu'il fait Denis Brognard pendant l'épreuve du poteau? Parfois je suis avec eux, mais au départ, je prépare ce qui va se passer le soir même, c'est-à-dire le dernier conseil. Donc tu vois, je suis avec mon producteur et puis on est en train de mettre en place tout ce qui va se passer avec le jury final au moment du conseil. Vous avez déjà testé l'épreuve des poteaux vous-même ou pas? Ouais, c'est un fiasco. Je suis très très mauvais en équilibre. S'il y a bien une épreuve que je redouterais en faisant Koh-Lanta, c'est bien celle-ci. Les poteaux. Alors on a une petite réflexion avec Thomas Hill sur l'épreuve des poteaux. Parce que on trouve que en fonction de la taille des pieds, c'est très injuste. C'est très injuste. Par exemple, moi je fais un petit 35, je peux rester plus longtemps que Thomas qui a des grands pieds. Sachez que sur le dernier petit carré, il est évolutif, c'est-à-dire qu'il est plus grand en fonction des pieds. Évidemment. C'est pris en compte. Et puis, pensez bien qu'il n'y a pas que la taille des pieds qui influe. Il y a le centre de gravité, il y a la capacité aussi à bien serrer ses jambes. Et je peux vous dire qu'il y a des hommes qui chaussent du 45 fillettes et qui ont déjà gagné les poteaux de Koh-Lanta, comme des femmes. Ce n'est pas que la taille des pieds qui fait la différence. Mais en tout cas, sur le dernier petit carré de 10 cm de côté, c'est ce qu'on annonce. Il est un peu plus grand en fonction de la taille des pieds. Nous, on avait pensé carrément à des poteaux en forme de pied. Et on enlève les orteils un par un. Vous voyez, ça c'était notre idée. Mais cela fait 12h17 que vous tenez. Visiblement, on ne travaillera pas sur Koh-Lanta l'année prochaine. Allez, d'autres questions? Non, pas encore. Naël. Qu'est-ce qu'ils ont le droit de mettre dans leur sac, les aventuriers? Pas grand-chose, mais c'est une super question. Dans le sac à dos qu'ils transportent. Ils ont le droit de mettre 2 t-shirts, un vêtement un peu plus chaud à manches longues, un short, un maillot de bain, 2 paires de chaussures, 2 slips, 2 paires de chaussettes, un chapeau. Fin de l'histoire. C'est pas beaucoup pour 40 jours. Tout en double. Voilà, tout pratiquement en double. Exactement. Est-ce que vous parlez aux aventuriers quand les caméras sont éteintes? Ça peut arriver, mais très rarement. Voilà. Je leur parle au tout début, c'est-à-dire que je ne les rencontre jamais avant. Je fais le début de l'émission, mais dans les conditions du direct. Et ensuite, effectivement, je leur parle à tous. Je les salue un par un en les appelant par leur prénom, ce qui les désarçonne parce que c'est la première fois qu'on se voit. Et puis j'essaye de leur faire un tout petit focus de motivation en leur expliquant que il faut surtout pas abandonner, que ça va être difficile, etc., et qu'ils vivent l'aventure de leur vie. Est-ce qu'il s'est déjà passé des histoires d'amour entre aventuriers ou entre équipe technique et aventuriers? Est-ce qu'une aventurière a craqué pour un caméraman? Il y a des couples, évidemment, mais vous savez, les histoires d'amour, elles naissent après. Parce que quand vous ne vous lavez pas, que vous ne mangez pas, la libido, à moins d'être hot, la libido, elle baisse sensiblement. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais de bisous dans Koh-Lanta, par exemple. Ou en tout cas, non, très très peu. Franchement, j'ai pas le souvenir de bisous. Il y a des bisous après, il y a des couples, il y a des mariages après, il y a des bébés après, des bébés Koh-Lanta. Ah, carrément. Ouais, je pense notamment à Yesta et Benoît. Benoît qui avait gagné, Yesta qui avait été finaliste. Ils sont mariés, ils vivent dans la région toulousaine et ils ont 3 enfants, 3 magnifiques enfants. Guirgui, vas-y, t'as une autre question. J'ai une autre question. Est-ce que vous connaissez des stars qui ont déjà fait Koh-Lanta? Alors, des stars du sport, parce qu'on a fait une saison où il y avait d'anciens candidats de Koh-Lanta et puis des champions. Il y avait notamment Franck Leboeuf, qui avait été champion du monde de foot en 98, Jamel Bourras, qui avait été champion olympique de judo à Atlanta en 96, ou Gwendal Pesra, en patinage artistique, qui lui aussi avait été champion olympique. Voilà, ce sont les stars, entre guillemets. C'est vrai que vous n'avez jamais fait un Koh-Lanta célébrité, par exemple? Non, avec des chanteurs ou des comédiens? Il faut jamais dire jamais, mais en tout cas, je considère, et nous considérons
considérons à TF1 et à Adventureline Productions que Koh-Lanta est une émission pour les anonymes par des anonymes. Et ça fonctionne très bien parce que ces anonymes qui sont totalement inconnus par définition au départ, eh bien ils rentrent petit à petit dans le foyer des gens semaine après semaine. C'était des inconnus et c'est devenu des célébrités. Ouais. Donc ça aurait pu être une évolution pour Koh-Lanta, mais visiblement non, vous avez pas envie. C'est la même société de production, mais c'est pas la même chose et c'est pas la même chaîne. Et franchement, pour l'instant, en tout cas, c'est pas à l'ordre du jour. Est-ce que parfois vous êtes content de voir un candidat éliminé ? Est-ce que ça vous est arrivé ça ? De dire lui c'est bien qui sort. Franchement non. Non parce que en fait moi si je me mets dans la peau de celui qui attend que le programme soit très excitant et surprenant, quelqu'un qui est éliminé et qui tombe de l'armoire, ça c'est quelque chose d'impressionnant. C'est pas sur tous les conseils, mais quelqu'un qui arrive en disant ça va être dur pour celui qui va être éliminé ce soir. Sous-entendu, ça n'a aucune chance que ce soit moi ou aucun risque. Ça c'est quelque chose qui met un vrai coup de massue et qui va forcément faire parler dans le landerneau de Koh-Lanta. Mais non, c'est toujours un moment assez violent et c'est pour ça d'ailleurs que sitôt les caméras éteintes, je vais voir toujours le candidat éliminé pour parler quelques minutes avec lui ou avec elle, pour refaire un peu le bilan, pour essayer de positiver cette aventure, parce qu'encore une fois, c'est pour la plupart l'aventure d'une vie, et être éliminé, ça veut dire que tout s'arrête brutalement. C'est vrai que c'est très dur. Vous avez une dernière question, les enfants ? Oui. Ils en ont plein des questions. Allez-y, vite. Alors déjà, est-ce que vous connaissez le youtubeur Michou? Bien sûr, je le connais. Évidemment. Il a déjà participé à Koh-Lanta. Ah non. Je crois qu'il aimerait y participer. Donc voilà. Peut-être un jour des youtubeurs. Pourquoi pas des youtubeurs? Alors on avait une autre question en off. Les enfants voulaient savoir si quand vous étiez petits, vous vouliez faire Koh-Lanta, mais on leur a expliqué que Koh-Lanta est né avec vous. Dès la deuxième saison. Deuxième saison. Mais j'étais sur la première en backup, c'est-à-dire que j'écrivais les textes, etc. avec l'équipe qui a monté ce projet. Et alors un mot aussi de Ninja Warrior qui démarre vendredi prochain sur TF1 avec un changement à l'animation, puisque Anaïs Grangerac remplace Iris Mittenard. Il y a une raison particulière d'ailleurs, je crois que... Au départ, la raison c'est qu'Iris ne pouvait pas être sur ce projet cette année. Voilà, et Anaïs est arrivée. Alors on se connaissait, mais finalement on n'avait jamais travaillé ensemble. Et franchement, c'est une très belle découverte parce que c'est une femme qui a une énergie incroyable, qui connaît très bien le sport et avec qui j'ai composé un beau duo lorsqu'on était ensemble au-dessus pour commenter tout ça, et un trio avec Christophe Beaugrand dont on connaît l'énergie et l'appétence pour Ninja. Mais franchement, vous m'en direz des nouvelles. Je pense que c'est une magnifique découverte, Anaïs Grangerac sur Ninja. Et alors pour la première fois, vous accueillez un candidat non-voyant à Ninja Warrior. Je me suis dit, comment c'est possible ça? Alors vous me parliez de mes sentiments sur le départ d'un candidat sur Koh-Lanta. Là, j'ai été totalement ému, bouleversé, parce que ce type-là, attention, on n'est pas là en disant tiens, on va mettre quelqu'un comme ça pour... Non, c'est lui, ça fait des années qu'il s'entraîne, c'est un type brillantissime, il est venu avec son guide, on a adapté un peu le parcours pour qu'il y ait du son pour lui permettre d'identifier les obstacles. Et je veux pas vous révéler ce qui va se passer, mais en tout cas, il franchit plusieurs obstacles, il est incroyable. C'est-à-dire des obstacles que le commun des mortels aurait du mal à passer avec de bons yeux. Lui, il arrive à les passer en étant totalement aveugle. Et ça, c'est incroyable. Et c'est un des grands moments d'émotion de cette saison de Ninja Warrior. On pourra voir ça donc la semaine prochaine. Ninja Warrior qui démarre vendredi prochain. Merci beaucoup, Denis Brognard. Merci. D'être venu ce matin répondre à toutes ces questions. Thomas. Il y a plein de futurs remplaçants. Là, ils sont là et ils tiennent le micro avec leurs mains, un peu comme un chanteur. Je ne sais pas s'ils vont le lâcher d'ailleurs. Ils sont prêts. Merci d'être venu. Merci, bel été à vous. Merci, Denis Brognard.